Voilà une petite histoire pour ce soir, c'est l'histoire de 3 grains de blé qui vivaient dans un grenier il n'y a pas si longtemps que cela. L'un s'appelait Grain savant, l'autre Grain poète et le troisième s'appelait Grain sage. Mais d'où venaient-ils ces 3 petits grains de blé? Eh bien, ils étaient frères, ils étaient nés d'une même petite graine et mûris sur le même épi au bord d'un chemin de campagne. Et par un soir brûlant de juillet, Monsieur Pacifique, le bon vieux juge du canton, qui faisait sa promenade quotidienne, il avait le droit de sortir malgré le confinement, était passé par là. Ses mains caressaient les belles moissons blondes qui s'inclinaient devant lui sous la brise, comme pour lui dire « Bonsoir, Monsieur Pacifique ». Mais au moment de quitter le sentier, le juge avait machinalement coupé un épi et l'avait emporté distraitement chez lui. Là, sans plus d'attention, il l'avait déposé dans sa bibliothèque. En cours de route, presque tous les petits grains étaient tombés sur le sol, il n'en restait plus que 3, bien désolés de se voir séparés de leurs millions de frères qui ondulaient dans la plaine. Que faire pour se consoler? Que faire dans une bibliothèque, sinon lire des livres et les étudier? Monsieur Pacifique en avait beaucoup, et de très beaux, et de toutes sortes, car les gens du pays ne se disputaient pas beaucoup, et lui laissaient beaucoup de loisirs. Il étudiait les sciences naturelles, mais il aimait aussi les poètes, et il lisait plus volontiers encore ce que les sages ont dit aux hommes pour leur apprendre les plus beaux secrets de la vie. Nos 3 petits grains de blé se mirent donc les doigts dans les oreilles et commencèrent à étudier les livres de Monsieur Pacifique, chacun selon ses goûts personnels. Le premier préféra les sciences, le second apprit les poètes et le troisième étudia les livres des sages. Comprenez-vous maintenant pourquoi ils s'appelèrent bientôt entre eux Grain savant, Grain poète et Grain sage. Malgré leurs différences de goût, ils formaient un parfait trio. Rarement ils se disputaient, sentant bien qu'ils se complétaient merveilleusement. Grain savant était bien un peu sec et même un peu grincheux, mais si clair et si bien informé. Grain poète était bien un peu léger, un peu bohème, mais il jetait sur toute chose de la lumière et de la beauté. Grain sage était bien un peu grave et sentencieux, mais il vous faisait goûter l'âme des choses. Un jour, c'était vers la fin de septembre, fatigué de voir le vieil épi sécher dans la bibliothèque, Antipoussière, la bonne de Monsieur Pacifique, le prit en main et sans autre forme de procès vous le jeta par la fenêtre. Justement, la petite Francette de la ferme de Clerval passait par là. Elle ramassa prestement l'épi, et tout en continuant son chemin, elle en retira les petits grains et les fourra tous les 3 dans sa poche. Elle les y retrouva l'après-midi en montant au grenier, où elle allait chercher des pommes pour sa maman, et elle les jeta sur un grand tas de blé qui se trouvait là depuis le battage. C'est ainsi que Grain sage, Grain poète et Grain savant, après des études courtes mais fructueuses, se retrouvèrent réunis à leurs milliers de petits frères. C'était un très grand grenier. On y trouvait de tout, des oignons, des pommes, un tas de blé, de vieux jouets, de vieux habits, un vieux berceau, ces vieilleries dont on ne peut se dépouiller parce qu'il y flotte un peu de l'âme des ancêtres, un peu de l'âme des enfants. Souvent, les jours de pluie, la porte s'ouvrait en grinçant et 2 petites frimousses apparaissaient. C'étaient Francis et Francette, les 2 petits jumeaux de la ferme qui venaient dans leur domaine enchanté. Souvent, ils s'agenouillaient près du tas de blé et ils y puisaient de grosses poignées de grains. C'était si amusant de les laisser glisser entre les doigts. Parfois, Francis, farceur, mettait un grain sur le dos de sa main gauche, et puis d'une chiquenote de l'index droit, il envoyait le petit projectile dans la figure de la petite fille. Celle-ci ripostait, et la bataille se poursuivait d'un bout à l'autre du tas de blé, jusqu'au moment où l'un des 2 prenait la fuite, poursuivi par l'autre, dans les escaliers. La nuit, c'était souvent une autre histoire. Rats et souris se rassemblaient et menaient un sabbat infernal. Les petits grains épouvantés sentaient les corps velus passer sur eux. Plusieurs d'entre eux disparaissaient à jamais sous la dent des gloutons. Croquerat, le chat, bondissait sur eux toutes griffes dehors. Rats et souris fuyaient. Mais les trous étaient trop petits pour enfourner toute la troupe, et les retardataires payaient pour les autres. Croquerat se léchait les babines. Un soir, le vent soufflait en rafales et jetait sur le toit de gros paquets de pluie. On aurait dit qu'il allait emporter la toiture, la lucarne se démenait comme une possédée, mais les ardoises tenaient bon.
c'est le vent d'ouest, dit Grince-Avant. Il arrive tout chargé de nuages que l'évaporation forme au-dessus de l'Atlantique. Nous en avons pour plusieurs jours de ce vacarme et de ces ondées. Si le fermier espère reprendre ses labours prochainement, il se berce d'illusions. Grimpe-Poète, lui, se mit à chanter le couplet suivant. Le vent un peu fou, tantôt fait froufrou, tantôt sur nos têtes rugit en tempête. Ouhou, ouhou, entendez-vous le vent qui chante? Ouhou, ouhou, entendez-vous le vent qui vente? Quant à Grinçage, on l'entendait murmurer mystérieusement. L'esprit souffle où il veut, et nul ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Le beau temps était revenu. On entendait dans la cour de la ferme le bruit des attelages. L'air retentissait de hue et de dia. Un pâle soleil d'automne venait par la lucarne égayer le vieux grenier. La porte s'ouvrit, les fils aînés du fermier parurent avec une pelle et des sacs. Sans perdre une minute, ils remplirent ceux-ci de blé, les mirent adroitement sur leurs épaules et les emportèrent aussitôt. On entendait sous leurs pas gémir les escaliers. Nos 3 petits grains étaient de la partie, ils furent avec les autres versés dans un grand baquet. Déjà, toute la basse-cour se précipitait, croyant un festin supplémentaire. Mais Francis et Francette veillaient. Pchit, pchit, allez-vous-en, mes bonnes poules, ceci n'est pas pour votre bec, mais pour les semailles. Allez-vous-en, allez-vous-en. Le fermier avait déposé près du baquet un seau rempli d'un liquide clair comme de l'eau. N'y touchez pas, avait-il recommandé sévèrement aux enfants, vous vous brûleriez. Je sais ce que c'est, dit Grince-Avant à ses compagnons, c'est une solution d'acide sulfurique, autrement dit de vitriol. Pauvre de nous, s'il nous est destiné, c'est un puissant corrosif et nous allons souffrir. Grimpe-Poète, qui ne prenait jamais rien au tragique, se mit à chanter. Les douleurs sont des folles, et qui les écoute est encore plus fou. Il n'eut pas le temps de continuer, le fermier était revenu et versait le liquide dangereux dans le baquet, puis il se mit à remuer les semences avec un gros bâton. Les petits grains frissonnaient sous la morsure du vitriol. Ne vous effrayez pas, dit Grinçage, c'est la première de nos épreuves, nous en verrons bien d'autres. J'ai la peau brûlée et je deviens tout noir, gémit Grince-Avant. Ne nous plaignons pas, dit Grinçage, l'homme est plus intelligent que nous. Qui pourrait dire en contre quel danger inconnu il cherche à nous préserver par des souffrances passagères? C'était un bel homme, le fermier de Clerval. Les travaux ne l'avaient pas usé, et si ses cheveux et sa barbe blanchissaient déjà en lui faisant une tête de Saint-Nicolas, il n'en gardait pas moins, à 50 ans, une stature superbe et droite comme un nid. Mais, quand il s'en allait par les labours, semant d'un geste large les petits grains de blé, il avait un air inspiré et revêtait une telle grandeur, une telle majesté qu'il faisait penser à Dieu le Père créant le monde. Lui-même, en ce travail, se sentait tellement accordé à la nature et à Dieu qu'il se mettait à chanter en traçant dans les airs son geste bénissant. C'était si beau que Grimpe-Poète, qui le regardait aller et venir, ne put s'empêcher de murmurer « Chante, chante, ô semeur, car ton geste est sublime, il ressemble à celui qu'a tracé sur l'abîme le Seigneur en créant. Chante, car comme Dieu tu fais sourdre la vie, et ton geste sacré comme une liturgie doit se faire en chantant. » Les grands-fils du fermier avaient hercé la terre brune pour la rendre bien meuble, et à mesure que leur père jetait la semence, ils repassaient de nouveau avec leur herse pour recouvrir les graines et les enfouir dans la terre. « Le voici enseveli vivant, dit Grince-Avant. Plus de lumière, presque plus d'air, et cette humidité qui vous pénètre, grand Dieu, qu'allons-nous devenir? Confiance, murmura Grinçage. J'ai lu autrefois chez Monsieur Pacifique cette phrase pleine de promesses. La seule victoire dont je ne puis douter est celle qui loge dans les graines. Planter la graine au large des terres noires, la voilà déjà victorieuse. Mais il faut laisser au temps le soin de la faire triompher dans le blé. Une volée de corbeaux venait de s'abattre sur le champ, et leur bec gourmand creusait le sol à la recherche de grains de blé. Mais à peine les oiseaux rapaces en avaient-ils goûté qu'ils les rejetaient en faisant la grimace. Et ils s'envolaient aussitôt à la recherche de nourriture plus appétissante. Vous voyez, dit Grinçage, c'est le vitriol qui les met en fuite. Heureusement, sinon nous allions tous finir dans l'estomac de ces vilains oiseaux. En attendant, reprit Grince-Avant, c'est la maladie et la mort qui nous guettent. Je me sens gonfler, pourrir et craquer sur toutes mes coutures. C'est la faim, vous dis-je, c'est la mort. Et Grimpe-Poète de gémir à son tour d'une voix lugubre. Je ne veux pas mourir en la saison d'automne, où les feuilles au vent tombent dans les forêts.
Mais Grinçage les apaisait en répétant: en vérité, je vous l'ai dit. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Or, quelques jours plus tard, ne voilà-t-il pas que sur la terre grise, des milliers de petites pousses montrèrent leurs têtes vertes. Bonjour, dit Grinsavant. Bonjour, dit Grimpoète. Bonjour, dit Grinçage. Et ils se mirent à grandir de toute leur force. Des alouettes passaient au ras du sol et les caressaient de leurs ailes. L'une et l'autre se posaient parfois un instant, puis repartaient bien vite. Bientôt, ce n'était plus qu'un petit point noir à l'autre bout du champ. Au revoir, criaient les petits grains, au revoir et bon voyage. Revenez nous voir au printemps. Ils n'étaient pas très grands, les blés, quand en décembre les premiers frimas se firent sentir. Un jour, le ciel devint d'un gris de cendre. On aurait cru que la fin du monde allait venir. Nos 3 petits grains sentirent leur cœur se serrer quand tout d'un coup, Grimpoète poussa une exclamation. « Oh, regardez les beaux papillons blancs, qu'ils sont beaux !» Ils étaient quelques-uns à voleter au-dessus du champ, les petits papillons blancs. Ils descendaient des hauteurs du ciel, virevoltaient pendant quelques moments, et puis ils se posaient comme à regret sur le sol. Et ce regret se comprend, car à peine avaient-ils touché terre qu'ils s'évanouissaient et disparaissaient, ne laissant à leur place qu'une gouttelette d'eau. C'est de la neige, expliqua Grinsavant, c'est tout simplement de l'eau congelée, il doit y avoir là-haut plusieurs degrés sous zéro. Voilà pourquoi, au lieu de se résoudre en pluie, les nuages tombent en flocons de neige. C'est joli. C'est bien joli, répéta Grimpoète. Surtout quand on les regarde au microscope ou simplement à la loupe, dit Grinsavant. On voit alors qu'ils sont composés de petits cristaux dont les formes varient à l'infini. Il avait à peine fini son explication que les papillons blancs se précipitèrent par myriades sur la terre. Tantôt ils tombaient en longues files serrées, à la queue leu-leu, mais quand le vent s'élevait, ils se mettaient à tourbillonner en sarabandes folles. Grimpoète aurait bien voulu entrer dans la danse, mais ses petites racines le tenaient cloué au sol. Il en était réduit à chanter dans son admiration « Danse, danse, neige blanche, fille gracieuse du gel, mets des cristaux sur la branche, des papillons dans le ciel. » Mais cette fois les flocons ne s'évanouissaient plus. Leur rang pressé envahissait tout. La plaine, la forêt, le village ne furent bientôt plus qu'une blancheur unie sous le ciel gris. Les petits grains avaient disparu comme le reste. « J'ai froid !» grelotta Grinsavant. « J'étouffe !» dit à son tour Grimpoète. J'admirais en chantant ce somptueux décor, mais j'y vois maintenant le linceul de la mort. Patientez, dit Grinçage, patientez. Qui sait si cette épreuve nouvelle ne cache pas encore un dessein providentiel qui nous échappe. Il doit geler à pierre fendre, dit Grinsavant la nuit suivante. Le thermomètre marque probablement au moins 15 degrés sous zéro. Mais nous, on ne sent pas le froid, dit Grimpoète, car c'est un bon manteau d'hermine qui nous garde contre le gel, et nous conserverons bonne mine grâce à ce blanc cadeau du ciel. Tout est grâce, répéta Grinsavant, tout est grâce, mais il faut laisser à Dieu le temps de le prouver. Ils se turent, et entrèrent dans le recueillement où le grand silence blanc avait plongé toute la nature. Une nuit, ils entendirent sonner les cloches du village à toute volée. « C'est le feu !» dit Grinsavant. « C'est la guerre !» dit Grimpoète. « Mais non, dit Grinçage, c'est tout simplement Noël. Les hommes vont cette nuit fêter la naissance du petit Jésus, écoutez. » Dans le chemin creux, s'avançait un groupe de paysans et de paysannes du hameau voisin qui se rendaient à la messe de minuit. Des lampes dont ils éclairaient la route faisaient danser leurs ombres sur la neige, et leurs voix joyeuses répondaient aux voix des cloches. Chantez gaiement vielles et musettes pour saluer le dieu des champs. Sonnez bourdons, carillonnez clochettes, c'est la Noël des paysans. Et cette histoire étant un peu longue, nous reprendrons demain. À bientôt.